émission radiophonique. Les révolutionnaires planétaires. Avec votre animateur, Alexandre Timon. La Chine, premièrement, il faut savoir le territoire. Là. C'est sûr que le premier empire qui a fusionné tout l'ensemble du territoire de la Chine qu'on connaît aujourd'hui, là, plus ou moins, là, c'est l'empire Qin, la dynastie Qing. Donc, c'est eux autres, finalement, qui ont eu une vision globale du territoire. Là. Et puis, dans le fond, eux autres, les Chinois, par la suite, c'est qu'avec leur flotte de navires, ils faisaient pas la guerre tant que ça aux pays qui étaient autour. Parce que l'Inde, ben, c'était sur le continent, c'était plus au sud-ouest. Tandis que l'Empire du Japon, ben, il y avait une flotte de navires, mais c'était pas ça qui menaçait tant le continent chinois. Là. Donc, eux autres, avec leur flotte de navires, qui était quand même assez développée, ben, ils circulaient plus à l'intérieur des terres, sur les fleuves chinois, qui couvraient quand même une superficie de 50 000 km. Et puis, c'est ça, dans le fond, les Chinois, eux autres, leur flotte de navires, c'était des immenses bateaux avec des structures très légères, avec un fond plat qui était plus facile finalement de faire circuler dans les fleuves qui avaient peu d'eau. Là. Donc, c'était aussi des navires qui étaient faits avec des cloisons hermétiques, ce qui faisait en sorte que si, par exemple, il y avait un compartiment qui avait une fuite, qui avait un morceau là, de planche là, qui était mal installé ou qui avait quelque chose, par exemple, dans le fond de l'eau, une roche qui venait défoncer une partie du navire, ben à ce moment-là, il y avait juste un compartiment qui était rempli d'eau, puis les 12 autres compartiments ben, étaient étanches, donc le bateau ne coulait pas. Donc ça, c'est des systèmes qui ont été inventés par les Européens beaucoup plus tard. Puis aussi, il y avait un grand gouvernail géant qui avait, avec leur système, ils étaient capables de le remonter s'ils voyaient que l'eau n'était pas assez profonde et puis que le sable ou quoi que ce soit de la roche menaçait d'arracher finalement le gouvernail. Comme dans les bateaux européens, les autres, le gouvernail était beaucoup moins amovible. Tandis que les Chinois, eux autres, ils étaient habitués de naviguer dans les terres intérieures. Donc, il y avait des bateaux là, qui étaient plus adaptables finalement que les grands navires qui naviguaient dans l'océan là, chez les flottes maritimes européennes. Donc, c'est ça. Mais quand même, il y avait des bateaux qui étaient capables de parcourir des grandes distances. C'est pour ça qu'on pense que peut-être il y aurait des bateaux qui auraient traversé finalement jusque en Amérique à partir de l'océan Atlantique. Souvent, on va dire que les Amérindiens, ben eux autres, c'est des anciens peuples asiatiques qui ont colonisé finalement le détroit de Bering il y a 10 à 12 000 ans pour envahir toute l'Amérique au complet. Mais il y aurait aussi peut-être des provenances de la part des grands voyages des Chinois qui parcouraient les océans là, avec des flottes de 15 à 25 navires là, géants. Puis ça leur permettait tout de se protéger un bateau par rapport à l'autre s'ils rencontraient des flottes ennemies. Les navires, le nom que ça s'appelait, c'était des jonques. Et puis, dans le fond, ils en ont produit des millions de ça, ces bateaux-là. Là. Et puis, dans le fond, il est en avance sur tous les autres peuples là, de la planète, là, plusieurs centaines d'années en avance. C'est aussi des bateaux qui avaient, en général, ils pouvaient être grands comme un terrain de football. Là. Il y en avait qui c'était 200 mètres par 200 mètres. En haut de ça, ben ça, il y avait 3 étages principalement. Donc, ils pouvaient stocker une armée de plusieurs milliers de personnes sur ce navire-là. C'est 584 ans après Jésus-Christ là, qu'on a commencé à avoir des plus grandes flottes de ça. Là. Ensuite, il y avait des palans lestés sur les côtés que s'ils voulaient s'accrocher à un autre bateau ou taper sur un bateau avec une espèce de masse, là, ben il y avait des systèmes là, pour donner un coup là, avec un mécanisme. Et puis, au début, bon, c'est sûr, ils étaient articulés, ces bateaux-là. Ils avançaient finalement avec des rameurs standards. Mais avec le temps, comme les Chinois, eux autres, maîtrisaient beaucoup l'application des roues à aube, comme on parlait au début là, avec les roues à moulin à eau, là, bon, ben, ils ont installé ça aussi sur leur navire géant. Ce qui faisait que leur navire pouvait, d'un seul coup, faire une rotation de gauche ou retourner complètement à droite, de passer de bâbord à tribord
sans avoir, là, sans qu'on voit les rames là, finalement de chaque côté. Là. Donc au début, les armées adverses se demandaient comment les bateaux chinois faisaient pour virer comme ça sur eux autres mêmes sans que ça paraisse, mais c'était les roues à aubes qui étaient cachées à l'intérieur du bateau, qu'on voyait très peu. Et puis il y a même certains bateaux géants qui avaient jusqu'à 32 roues pour déplacer. Puis là, c'est des gens à l'intérieur là, qui faisaient tourner ça. Là. Ou des animaux. Donc, c'est sûr aussi, ces bateaux-là pouvaient avancer avec des voiles. Puis, je vais parler tantôt là, de comment que les Chinois faisaient la configuration des voiles. C'est aussi, les Chinois faisaient des petits navires pour faire de l'espèce de terrorisme comme des sous-marins là, à notre époque. Là. C'est que c'était des petits navires doubles qui pouvaient se séparer en plein centre. Puis c'était fait comme en forme retroussée de chaque côté, là, comme des souliers turcs. Là. Et puis, quand ils voulaient attaquer un bateau, ils envoyaient comme ça un petit canoë. Et puis, d'un côté, il y avait des bombes qui étaient installées sur le deck. Et puis, ce morceau de bateau-là, ben lui, il pouvait se greffer à un autre bateau plus géant. Ensuite, la deuxième partie du bateau repartait avec les Chinois. Eux autres, ils allumaient les mèches, puis ils se sauvaient. Puis, si l'armée adverse n'avait pas détecté la présence du petit bateau, ben à ce moment-là, ils pouvaient créer de sérieux dommages à l'extérieur du bateau en faisant exploser finalement là, un côté. Là. Et puis, dans le fond, c'est ça, il y avait des gouvernails géants qui étaient 1000 ans en avance sur toutes les autres flottes maritimes de la planète. Puis, c'est ça, il y avait des... Dans le fond, les voiles, c'était essentiellement tout le temps le même type de voile. C'est sûr que c'était pas les mêmes voiles que les bateaux européens avaient, là, autant que ce soit les dracars vikings, que ce soit les flottes espagnoles ou du Portugal, anglaises ou françaises. C'était des voiles qui étaient faites à partir d'un mât en croix, comme une croix chrétienne. Il y a un côté du mât horizontal en haut qui était un petit peu penché à gauche ou à droite, là. Il y avait un certain angle. Après ça, on accrochait une grande toile rectangulaire après ce mât-là. Sauf que la toile, elle pouvait se rétracter du haut vers le bas avec des contrepoids finalement. Là, quand la voile était trop grande, mais ça prenait un bon contrepoids pour la refaire descendre, la faire remonter. Et puis ça, c'était accroché avec des manivelles, des cabestans. Et puis l'avantage de cette voile-là, c'est qu'elle pouvait pivoter sur elle-même de gauche à droite, donc s'adapter finalement à la direction du vent pour aller plus vite et non pas déplacer les voiles là, avec un mât qui était fixe sur place. C'est le mât qui bougeait là, de gauche à droite, donc ça donnait une manœuvrabilité qui était beaucoup plus aisée et rapide là, pour les armées ou pour ceux qui travaillaient pour l'empereur, là, les commerçants, etc. Donc, c'est ça. C'était des voiles qu'on appelle motrices. Ça se compare finalement à une pôle de rideau de douche, mais au lieu de la placer horizontale, on la placerait verticale. Donc, il y a des anneaux. Puis les anneaux, ben, eux autres, ils ramènent ça vers le bas ou vers le haut, ce qui permet d'étirer ou de refermer la toile. Ainsi, c'est un système aussi simple que ça qui a permis aux Chinois d'avoir un moyen de transport très rapide et très utile à cette époque-là. Ce qui fait en sorte qu'à partir de l'an 1421, il y aurait eu une grande flotte de navires chinois qui s'appelait la flotte des trésors. Et puis cette flotte-là, c'est celle-là qui aurait traversé finalement l'océan. Car on aurait retrouvé en Oregon des vestiges d'un navire en bois qui aurait une grandeur de 150 mètres de long. Et puis, dans le fond, eux autres, ils seraient arrivés, comme j'expliquais, 71 ans avant Christophe Colomb, que lui est arrivé complètement de l'autre côté du continent américain, là, à l'est, tandis que les Chinois, ils seraient arrivés par l'ouest là, pour coloniser. Car pendant le voyage de Zhong-He, c'est là qu'il y aurait eu des bateaux qui se seraient finalement échoués, en tout cas, où ils auraient été évidemment là, stationnés sur le bord de la plage, mais avec les années, ben, les autres qui ont été renfloués. Mais il y aurait eu un tsunami dans les années 2000 qui aurait fait remonter les épaves à la surface, ce qui a permis aux historiens finalement de détailler leur théorie. Puis c'est qu'on aurait trouvé aussi d'immenses roches qui seraient des encres chinoises.
Parce que les Chinois, eux autres, ils prenaient des roches qui perçaient au centre. Et puis ensuite, ils attachaient une corde après ça. Donc, c'était des encres typiquement chinoises qui pourraient permettre là, de certifier qu'ils ont passé par là. Et puis, dans le fond des grandes embarcations, comme j'expliquais tantôt, les jonques, ben, il y avait des bases de béton dans le fond pour permettre de faire un meilleur ballon. Et puis, eux autres, les blocs de béton, les Chinois, ils collaient ça avec de la colle de riz qui utilisait comme un mortier, ce qui empêchait finalement la corrosion de se développer, puis empêcher le sel de mer de faire effet sur les matériaux là, à l'intérieur du bateau. Et aussi avec les bateaux, il y a l'invention de la catapulte chinoise qui aurait été inventée il y a environ 1500 ans. Et puis, ce qui permettait d'avoir des catapultes toutes démontées qui pouvaient être transportées n'importe où à partir de leurs embarcations sur les terrains de bataille, que ce soit, comme j'expliquais tantôt, par les grands fleuves ou que ce soit sur les côtes là, maritimes, océaniques. Et puis, les catapultes pouvaient être montées là, par quelques personnes, ensuite être prêtes à l'utilisation. C'était des catapultes souvent qui étaient fabriquées en tiges de bambou avec des cordages qui fabriquaient une espèce de structure là, de frame carré où est-ce que finalement la seule balance qui permettait de propulser le projectile avec l'effet de levier, c'était une corde. Évidemment, il y avait des techniques aussi probablement pour crinquer la corde, là, faire comme les catapultes romaines, où est-ce que là, il y avait beaucoup plus de puissance qui pouvait être mise là, de tension sur la corde. Mais ou sinon, ça permettait d'avoir des catapultes qui pouvaient être utilisées là, assez rapidement là, en mettant le boulet d'un côté, puis en tirant de l'autre côté. Ça pitchait pas très loin, mais c'est que les Chinois, eux autres, souvent, ils étaient très bons pour faire de la forgerie. Donc, ils étaient capables d'amener sur les champs de bataille des forges transportables miniatures, où est-ce qu'avec ça, ils pouvaient faire chauffer les boulets de fer avant de les envoyer sur l'ennemi ou sur les bateaux. Ce qui mettait le feu un peu n'importe où, finalement. Là. Et puis là, à notre époque moderne, ils ont fait des tests où est-ce que finalement ils sont aperçus que les boulets de fer qui sont chauffés avec un gros soufflet vont atteindre une température environ de 800 degrés Celsius en 15 minutes. Et puis, lorsque c'est lancé sur des structures adverses des ennemis, ben, ça va mettre le feu immédiatement, que ce soit sur le carton, le bois, les voiles, les cordages. Ça va automatiquement incendier finalement là, les vaisseaux ennemis. Ce qui est très pratique finalement. Là. On n'a pas besoin d'avoir un extrême boulet là, très lourd pour faire des dommages sur les embarcations. Dans le fond, en 1600 en Europe, ben aussi on a commencé à chauffer les boulets. Là. Mais encore une fois, on s'entend que les Chinois étaient en avance. Là. Aussi, les Chinois, avec leur invention de poudre à canon, étaient rendus capables de fabriquer des mines maritimes, supposément, qu'on a retrouvé des plans dans des vieux manuscrits chinois, que c'était dans le fond un millénaire avant notre époque en Europe, là, où est-ce qu'on a inventé les mines marines. C'était des mines qui contenaient de la poudre à canon, comme à l'habitude, comme on j'expliquais, avec des mèches pour les allumer qui étaient à l'intérieur de boyaux de porc. Que finalement, ça permettait à la mèche de rester au sec. Et puis, si il y avait un mécanisme en haut qui permettait d'enclencher finalement la mèche, et puis ben, ça peut être un système qui reste sur place sans que ça soit un pétard mouillé, là, que finalement, quelques semaines après ou quelques jours, que le mécanisme ne puisse pas finalement s'enclencher. Parce que ça, c'est des mines qui est installées près des corridors maritimes importants, dans des zones stratégiques militaires, afin qu'on prévoyait que les navires adverses probablement voudraient franchir ces zones-là. Donc, les mines étaient gardées à la surface avec des vessies d'animaux qui étaient cousus, plus une planche où est-ce que le mécanisme était installé dessus. Et puis, ça permettait de garder les mines exactement au bon endroit, mais il fallait faire des tests de flottabilité avec des roches qui étaient attachées jusque dans le fond pour voir jusqu'à quelle hauteur la mine était pour se maintenir, là, si elle était à bonne hauteur. Donc, il devait y avoir des plongeurs militaires, finalement, qui s'assuraient là, que tout soit bien balancé.
Et puis, il y avait une mèche qui était installée avec du coton poudre. Puis que elle, en fin de compte, si un bateau venait fracasser le mécanisme en haut, ben la mèche, elle se retrouvait être activée. Dans le fond, la mèche, elle descendait. Ça créait un frottement avec la poudre à canon. Puis la mèche, elle s'allumait automatiquement par elle-même. Ce qui, là, enclenchait le système pour que le feu descende dans la mèche, là, comme j'expliquais, avec les boyaux de porc. Et puis ensuite, jusqu'à la mine, où il pouvait avoir des charges là, assez impressionnantes pour créer des explosions là, qui mettaient des flottes des navires là, à l'eau. Dans le même type d'armes maritimes, les Chinois avaient créé des espèces de roquettes, des espèces d'ancêtres finalement des missiles, des torpilles que par la suite les sous-marins ont utilisées, mettons, à la Deuxième Guerre mondiale. Un petit peu avant ça, là, on avait commencé à plancher sur ces modèles-là de missiles, dans le fond, avec hélice orientées dans l'eau. Et puis les Chinois, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient fabriqué une espèce de petit dispositif, un peu comme une carapace de tortue, que là, à l'intérieur de ça, ben, il y avait une charge, finalement, un feu d'artifice, où est-ce qu'il y avait de chaque côté 2 tuyaux d'échappement, puis avec un stabilisateur, dans le fond, une pointe à l'avant, plus des ailettes sur les côtés. Puis à ce moment-là, on pouvait allumer avec une mèche ces dispositifs-là pour qu'ils se mettent à flotter à la surface de l'eau, un peu comme une espèce de yacht, là. Sauf que c'était un missile en surface qui, lui, si on lançait comme ça des centaines de missiles à la fois, des dizaines de missiles, ben c'est certain qu'il y a certains de ces missiles-là flotteurs qui atteignaient leur cible et pouvaient entraîner soit des incendies ou des petites explosions là, sur les côtés des navires adverses ou sur différents types d'équipements, peut-être même à la surface du sol, là, parce que c'est un système qui était capable de se propulser là, puis de se stabiliser par lui-même. On sait aussi que les Chinois, on a retrouvé des vestiges de mines terrestres par contre, où est-ce que là, la mine, au lieu d'être gardée à la surface de l'eau pour protéger les ports, c'était des mines, encore là, qui étaient cachées dans la terre avec un dispositif en bois, que si la personne pesait sur le levier en haut, la trappe, un peu comme les mines actuelles, quand le mécanisme sur le dessus est enclenché, ça l'allumait à l'intérieur la bombe, qui, encore là, s'activait avec une mèche poudrée. Et puis ça l'entraînait une explosion de la charge à l'intérieur de la Terre, ce qui pouvait faire exploser là, les pieds, là, les jambes des opposants là, aux différentes armées. Puis souvent, les mines ou les grenades chinoises, comme on va les mentionner là, dans l'histoire, c'est que la première grenade qui a été faite en l'an 24 en Chine, ben finalement, c'était une espèce de poterie où est-ce que là, on faisait cuire des cuves, des espèces de boules d'argile, des boules de poterie, de terre cuite, pour finalement, à l'intérieur, mettre une charge de poudre à canon encore là, et puis avec un petit bouchon à la surface, et puis une mèche qui sortait de ça. Donc, si sur le champ de combat, on avait besoin d'envoyer une charge explosive, ben, on avait juste à allumer la mèche, à lancer la poterie ronde sur la cible, et puis ça explosait, puis à l'intérieur, ben, ils mettaient des petits projectiles de métaux, un peu comme les bombes d'aujourd'hui, là, les grenades à déflagration. Bon, ben, il va y avoir des morceaux de métal à l'intérieur pour que ces morceaux de métal-là créent des dommages, là, créent des impacts sur les soldats là, tout le tour. Là. Donc les Chinois, eux autres, ils avaient déjà compris ça, ça fait plus que 1000 ans. Là. Une autre invention faite par les Chinois à cette époque-là, c'était des missiles qu'on pouvait apporter avec une espèce de barouette finalement, là, où est-ce que là, c'était une barouette qui était montée avec un grand coffre sur le dessus, où il y avait plein de petits casiers pour ranger des missiles, des feux d'artifice finalement. Et puis là, du côté de ceux qui envoyaient les missiles, ben, il y avait une mèche qui parcourait tous les missiles, un à côté de l'autre. Fait qu'ils pouvaient avoir par exemple des stations de lancement de 25, 50 et plus missiles. Et puis là, quand on allumait la mèche, ben, tous les missiles partaient et puis se dirigeaient vers l'ennemi adverse avec toutes sortes de directions différentes, là, parce qu'évidemment, c'était pas parfaitement contrôlé. Puis là, aux extrémités de ces missiles-là, ben, pouvaient avoir de petites charges explosives ou encore là, tout simplement des flèches pointues.
Parce que là, si le feu d'artifice, là, qui était une fusée finalement, là, très rapide, arrivait sur l'ennemi, ben, ça pouvait carrément percer son armure ou percer sa peau. Finalement, avec ces stations de lancement de fusées, dans le fond, on était en avance sur les stations de missiles qu'on a retrouvées par la suite à la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, avec les orgues de Staline, les fameuses Katyusha, qui envoyaient des missiles comme ça de manière très 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 rapide vers l'armée allemande. Où est-ce que là, les Allemands, eux autres, ils étaient complètement bombardés de toutes parts par les orgues de Staline, ce qui faisait en sorte que ça désorientait complètement les stratégies militaires du haut commandement allemand. Donc les Chinois, eux autres, ils avaient déjà inventé ça il y a plusieurs milliers d'années pour s'en servir sur les différents champs de bataille. Non seulement ils maîtrisaient la poudre à canon, mais il y avait des fusées, il y avait des stations de lancement. Donc c'était une armée très moderne pour l'époque. She's